Là, je profite de cette vue grandiose sur Saint-Émilion, un des plus beaux villages de France d'ailleurs. On est dans les gorges du Tarn, en Lozère, et je profite d'être là pour vous accueillir pour cette nouvelle échappée vélo vert. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en Occitanie. Alors l'Occitanie, c'est immense, hein, c'est 13 départements. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas tous les visiter, on ne va pas non plus rouler partout. Non, là, on a pris le parti de rester dans le nord de la région. On va la traverser d'ouest en est, on va commencer dans le Lot, on enchaînera par l'Aveyron, et ensuite on terminera notre escapade en Lozère. Allez, on lance un sommaire, et c'est parti. Dans le Lot, on va découvrir les nouveaux parcours VTT de Salviac. On va rouler autour des plus beaux villages de France. On visitera un musée de véhicules anciens, dont des vélos avec une collection hallucinante. On visitera le village de Saint-Cyr-la-Popie, une véritable perle, un bijou sur le Lot. Et puis on s'envolera de falaise en falaise sur des tyroliennes vertigineuses. En Aveyron, on va rouler dans les terres rouges de Camarès, sur les sentiers cassants et techniques des environs de Millau, sur le bike park de Millau d'ailleurs également. On va rencontrer Marine Cabirou, l'une des meilleures descendeuses mondiales, qui revient tout juste d'une victoire de Coupe du Monde d'ailleurs, ça tombe très bien. On parlera d'une bière participative avec modération, de Via Ferrata sans modération. J'aurais peut-être préféré l'inverse d'ailleurs. On va descendre le Tarn en Packraft, et puis on va visiter les caves du Roquefort Société. Et en Lozère, on va rouler avec un certain Romain Pollan, tiens, un habitué de nos échappées vélo vert. Il va nous guider au Mont Lozère, sur ses terres et sur ses pistes. On roulera sur la fameuse GTMC, la grande traversée du Massif central, dans des panoramas absolument magnifiques, vous le verrez. On s'aventurera ensuite dans les gorges du Tarn à VTT, et puis on terminera tout en douceur sur le Tarn. Allez, vous me suivez ou nous attendons le Lot? Nous sommes donc dans le Lot pour commencer notre périple en Occitanie. Alors ici précisément, nous sommes à Salviac, une petite commune tout à l'ouest du département. D'ailleurs, on est sur la zone limitrophe avec la Dordogne. Le Lot, c'est un département où la nature est très changeante, très diversifiée d'un endroit à l'autre. Et vous le verrez d'ailleurs, on va en profiter parfaitement à VTT. Le Lot, c'est aussi un département authentique, où on parle beaucoup d'histoire et beaucoup de patrimoine. Là, autour de nous, vous avez quelques-uns des plus beaux villages de France. Alors je vous rassure, on va en traverser certains d'ailleurs. Alors évidemment, je ne connais pas la région, hein, moi-même, je ne vais pas rouler tout seul, vous vous en doutez. Donc là, je vais rejoindre mes guides, mes deux guides locaux qui doivent m'attendre de pied ferme juste derrière l'église. Salut Raphaël, comment tu vas? Bien, merci. Salut. Salut, Thibaut. Bastien, enchanté. Enchanté. Alors Raphaël, effectivement, bon, on se connaît, puisqu'on s'est vu il y a quelques temps pour les recos, on prépare un minimum les choses avant de tourner. J'aimerais bien que tu te représentes quand même pour celles et ceux qui nous regardent. Bah, du coup, je travaille à Lot Tourisme. Je suis chargée de mission vélo dans la structure. Et le principe, c'est que je gère un peu tout ce qui est lié au vélo et au tourisme dans le département du Lot. Donc je m'occupe des itinéraires VTT, gravel et route. Je les crée, je les gère et je les entretiens du moins avec les collaborateurs. Et après, je m'occupe aussi de l'accueil des cyclistes dans le Lot, de l'itinérance à vélo. Ouais. Et là, en ce moment, on travaille notamment sur la réédition du Topo Guide VTT. Et à ce titre-là, en fait, on va valoriser 3 itinéraires qui sont réalisés, entretenus par Bastien. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on travaille en collaboration. Mais du coup, je te laisse peut-être présenter plus en détail ce volet-là. Très bien. Bon, bienvenue dans le Quercy-Bourriant, Thibaut. Eh ben, je te remercie. C'est avec toi que je vais aller rouler alors. Oui, tout à fait. Ouais. Je vais te faire découvrir l'itinéraire numéro 7, ouais, qui est au départ de Salviac. Donc, à proximité directe, juste à côté. Tout à fait. On est à 200 mètres d'ici. Okay. Et donc, tu es sur un espace qui s'appelle Quercy Outdoor, qui valorise des disciplines donc, comme le trail, la randonnée, ouais, et le VTT. D'accord. Et on est labellisé donc VTT FF Vélo par la fédération. Et donc tu as 9 parcours sur le territoire avec un grand tour itinérant de 110 km également. Est-ce que tu sais ce que c'est ça? C'est là où je vais dormir ce soir, non? Exactement. Eh ben dis donc, j'ai hâte. Non mais c'est quoi? C'est une maison de berger, j'imagine. Une gariote, ouais, exactement. Une gariote? Gariote, ouais. C'est un abri de berger en fait. Tu sais, quand ils cultivaient les sols, là, ils sortaient les pierres des sols parce que c'est très pierreux. Ouais, j'ai vu que c'était très pierreux. Voilà. Et puis pour s'occuper, ils fabriquaient donc des petites cabanes et pour s'abriter, mettre
tout le matériel agricole. Et donc on appelle ça des gariotes ici. Et il y en a beaucoup sur le COS. Ok, mais alors est-ce qu'on sait pourquoi ils ont fait l'entrée aussi petite? Ça, j'arrive pas à comprendre. Ils étaient petits à l'époque. Et voilà Thibaut. Bon, ils sont super tes parcours. Je te remercie, Ouais, c'est un grand plaisir de partager ça avec toi. Et du coup, les 8 autres parcours à découvrir sur notre territoire. Et bah autant d'occasions de revenir alors. Mais avec grand plaisir. Bon, pour autant, on va en rester là pour aujourd'hui. Je te dis à très vite. Merci et bonne Merci beaucoup. continuation. Ouais, merci à toi. Salut. Salut. Allez, on continue cet après-midi, toujours du côté de Salviac, toujours sur le vélo d'ailleurs. Bon, ceci dit, j'ai quand même changé de monture, j'ai abandonné le vélo électrique pour un vélo un peu particulier, un ancien vélo de l'armée suisse qui date un peu. J'ai également changé de guide, je vous présente Benoît à ma gauche qui roule sur son Grand Vie, qui plus est en sabot, c'est quand même assez impressionnant, il faut le signaler. Et Benoît, c'est une figure absolument incontournable des environs puisque c'est lui qui a créé le musée du patrimoine agricole et de l'automobile. On s'y dirige d'ailleurs, tu vas nous présenter tous tes trésors et je pense que tu as énormément de choses à nous raconter. Oh là, des milliers de pièces dans ce musée où on remonte le temps et on prend le temps. Remontons le temps alors. Allez, c'est parti. Bon, on est au beau milieu de tous tes trésors. Benoît, encore une fois, merci beaucoup de Merci, oui. nous accueillir. Raphaël nous a rejoints. Moi, je veux vraiment que tu m'expliques pourquoi tu as eu l'idée de faire ce musée qui paraît complètement fou en fait. Alors tu le nommes musée agricole et de l'automobile, mais on se rend compte qu'il y a énormément d'autres choses. Il y a des voitures de sport, il y a des vélos évidemment, on l'a vu, on a même roulé dessus. Quelle est l'idée à la base? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? En fait, je suis parti jeune à la recherche du tracteur de mon grand-père que j'ai vu partir à l'âge de 9 ans et ça m'a perturbé un petit peu. Ouais. Et à 14 ans, je l'ai retrouvé. Et j'ai vu qu'il errait dans les campagnes, des tracteurs, des voitures. Et à l'époque, Thibaut, personne s'y intéressait. Alors je me suis dit, on va essayer de sauver tout ce patrimoine parce que ça me faisait mal qu'il soit détruit. Et j'ai dit, on va essayer de créer un musée. Et en 2006, j'ai créé une association, loi 1901, avec une petite équipe de bénévoles qui m'aident. Et on essaye de faire revivre le musée. Et surtout, le musée qu'on a, on démarre les tracteurs parce qu'on a plus de 85% de la collection qui fonctionne. Et du coup, un petit peu toutes ces autos, c'est toi qui les entretiens toi-même? Tu répares tes mécanos aussi? Voilà, ma profession, je suis mécanicien carrossier réparateur. Ah. Donc c'est sûr que ça aide. Et après, j'ai été 10 ans régisseur d'un château. Et après, ça m'a permis de développer le musée. Et en fait, j'ai commencé en 90 à collecter. Et en 2006, j'ai ouvert au public. Et j'ai voulu travailler pas que sur le matériel, sur le fleurissement, sur la présentation. Ouais, la décoration est impressionnante, effectivement. On voit que tu soignes le détail. Ah oui, je suis fou du détail, le passionné et maniaque. Tu nous parles de combien de véhicules? Alors nous avons environ 350 tracteurs, 150 voitures, plus de 200 de roues. Comment est-ce que tu récupères tout ça? On parle de dons, c'est toi qui vas les chercher, c'est toi qui fouilles. Ils viennent d'où en fait tous ces véhicules? Alors ces véhicules viennent de toute la France majoritairement et ça a été un décollement parce que j'ai fait beaucoup de médias nationaux et je suis très content de vous recevoir, Raphaël et Thibaut. Et des gens comme vous sont importants pour donner un petit peu de visibilité sur Internet, sur notre musée, parce qu'il faut savoir une chose, Thibaut et Raphaël, on n'a aucune aide de l'État et de la région. Donc on doit s'autofinancer avec nos entrées. Et tu as des dons aussi des fois de personnes? Oui, heureusement, s'il y a des gens bien sûr qui ont chez eux
des objets de leur enfance, de papa, de maman, de mamie, qui veulent le faire revivre, n'hésitez pas à nous le porter au musée, où on viendra éventuellement le chercher pour vous faire rêver, parce qu'on se donne beaucoup, vous savez, on travaille plus de 15 heures par jour tous les jours, et croyez-moi, c'est un travail de titan. Alors je ne sais pas si ça te fait ça, Raphaël, mais ce qui m'impressionne, il faut quand même le dire, c'est quand même difficile de ne pas ressentir une émotion quand on visite ton musée. Parce que de toute façon, que ce soit sur les véhicules ou sur la déco, le visiteur va toujours retrouver quelque chose qui va le ramener à sa propre enfance peut-être, sa propre histoire. Et moi j'ai redécouvert des choses que je voyais chez mes grands-parents. Alors ça fait quelque chose de se promener chez toi. Bon Benoît, maintenant je te propose d'aller voir un peu la collection des vélos, puisque c'est ce qui nous occupe le plus, hein, nous évidemment. Avec plaisir. Je vais te montrer mes grands-billes et mes petits trésors. Allez, on y va. Bon Benoît, là il faut que tu nous expliques. On a affaire à quoi? Une draisienne manifestement pour adultes? Oui. 1817, la draisienne. 1817? Oui. C'était la machine à courir à l'époque. Elle était dans cet état-là en 1817? Non, non. Il y a des parties d'origine et il y a des parties qui ont été refaites. D'accord. Par un charron, d'ailleurs. Un très bon charron, parce que tout est en bois, sauf le cerclage. Et voilà, du coup, qui est en acier. ça servait à se déplacer ou c'était un vélo sportif? Ça servait à quoi, Ah non, une draisienne? c'était juste pour se déplacer. Encore, le vélo n'était pas là. Hein. Ah donc le Grand-Bi n'existait pas à l'époque de cette draisienne du coup? Non, pas encore. C'était la machine à courir. Donc les personnes se déplaçaient en poussant des pieds. Et sais-tu, Raphaël, qui a inventé la pédale? Alors là, non, pas du tout. Eh bien, Raphaël, c'est Pierre Michaud. Ok. Tout simplement, avec un forgeron, il a eu l'idée de mettre un axe avec un levier et il s'est aperçu que ça faisait déplacer la roue. Et donc, sur certains vélos que je pourrais te montrer après, dans les descentes, ils reposaient leurs pieds sur des repose-pieds. Et l'effet du levier, c'est Pierre Michaud qui l'a fait. Et ça, c'était en quelle année du coup? 1870. Donc viennent ensuite les fameux Grand-Bi. Voilà, il y a eu les Grand-Bi et puis les vélos traditionnels. D'accord. Et sais-tu, Raphaël, j'ai fait du Grand-Bi tout à l'heure avec notre charmant jeune homme. C'était un 48 pouces. Sais-tu quelle est la taille d'un pouce? Je sais Pas que révisé, Raphaël. c'est autour de 2 cm, mais après, je ne saurais pas dire exactement. 2,54. Ok, d'accord. Et dans le musée, nous avons plusieurs Grand-Bi, donc un de 54 pouces. Ah oui. Voilà. Et le Grand-Bi était réservé aux sportifs à l'époque. D'ailleurs, il y a encore à l'heure actuelle des courses de Grand-Bi. Il y a encore quelques courses de Grand-Bi, mais surtout en Angleterre. Ce sont des passionnés de vélo. Et il y a quelques manifestations aussi en France, rétro, parce que tout ça, ça revient bien sûr, bien sûr. à la mode. Et en tenue d'époque, comme nous sommes au musée, d'ailleurs, toute l'année, nous sommes ouverts de 9h à 19h. Tu fais bien de le rappeler. Tu as donc des draisiennes, des Grand-Bi. Je vois aussi qu'il y a, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, des petits Bi. Il y a des Grand-Bi pour enfants. Manifestement, tu en as. Oui, il y a quelques billes, parce qu'à l'époque, les Grand-Bi se faisaient à la taille. Et encore aujourd'hui, vous avez en République tchèque des passionnés et ils vous refont des vélos, des copies, comme j'étais tout à l'heure sur le Grand-Bi. D'accord. Moi, j'étais pas sur un Grand-Bi, j'étais sur un ancien vélo de l'armée suisse, hein, c'est bien ça, qui date de quand? Celui-ci date de 1942. 1942, d'accord, Anthony. Oui. Alors, il y a quelque chose qu'il faut absolument qu'on fasse, vous le verrez tout à l'heure, c'est impressionnant la manière dont Benoît roule en Grand-Bi, encore une fois avec des sabots. Tu nous feras une petite démonstration tout à l'heure dehors. Avec grand plaisir. Et puis, en attendant, on va continuer à faire un peu la visite du musée. À gauche, bébé. Allez, le clignotant. Un coup de gaz. La chute est proche, Thibaut.
Là, c'est beau. Là. Bon, Benoît, merci beaucoup pour la visite, c'était absolument génial. Merci pour ce voyage dans le temps, dans l'histoire. Merci Ton à vous. musée est exceptionnel. Si vous voulez, je vous ramène. On y va. Allez, on y va. Suivez-moi. Monte dans mon joli carrosse. Merci Allez, bien. avec plaisir. On est parti pour remonter le temps. Allez, on va démarrer. Et ça démarre avec Benoît, le magicien, au quart de tour. Bien là. Hein, c'est bien toi. Peinard. Bon, excellente manière de conclure cette première journée dans le Lot. Merci beaucoup Benoît encore pour l'accueil. Merci de nous ramener aussi à l'hôtel, c'est parfait. On ne pouvait pas rêver mieux dans cette Citroën d'époque. Je vous conseille vraiment de venir au musée, passer au moins une journée ici, c'est absolument fabuleux. Salut, salut! Seconde journée dans le Lot, on retrouve Raphaël, Pierre-Jérôme. Donc on va commencer à rouler assis à partir du village de Cabreret qui est magnifique. Est-ce que tu peux me présenter un peu là où on est, Raphaël, s'il te plaît? Là du coup on est dans le village de Cabreret, dans le Lot toujours. Donc c'est un village qui est situé à côté de la vallée du Célé. On est un petit peu à côté, c'est une vallée qui rejoint la vallée du Lot et la vallée du Lot rejoint elle-même Cahors. Donc on est à peu près à 30 minutes de voiture de Cahors là. Et donc ce village il est assez atypique parce que déjà tu peux voir il y a des immenses falaises et en fait les maisons ont la caractéristique d'avoir été construites dans la falaise, donc c'est des maisons troglodytes. Et ensuite on a aussi les grottes du Pêche-Merle qui sont des grottes assez connues parce qu'elles ont des peintures préhistoriques qu'on peut encore aujourd'hui aller voir, ce qui est assez rare encore de nos jours. Donc voilà pour le village de Cabreret. Et donc on a un parcours, en fait on a 39 parcours à Lot Tourisme dans le Lot et donc là on a un parcours qui départ d'ici. Qui commence ici, c'est ça. Et du coup on a des petites fiches qui présentent ces itinéraires. Donc là c'est celui que vous allez réaliser aujourd'hui. Mais vu que moi je ne peux toujours pas pédaler et que ce sera PJ ton guide, je pense que c'est le plus à même de te présenter un petit peu votre journée. Ce circuit VTT il fait 28 km. Ouais. On va donc démarrer de Cabreret. Ouais. On va aller jusqu'à Saint-Cyr-la-Popie. Un des plus beaux villages de France, c'est bien ça? Un des plus beaux villages de France. J'ai hâte de découvrir. Exactement, tu as appris ça. Ensuite, après Saint-Cyr, on va emprunter le chemin de halage, qui est au bord du Lot, qui est vraiment quelque chose à voir. Et puis après, je crois que tu vas aller faire de la tyrolienne, il me semble. Est-ce que je suis obligé? Est-ce que je suis vraiment obligé de le faire? Je crois que oui. On avisera. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Moi, j'ai la chance de parcourir les chemins du Lot depuis 15 ans parce que je balise tous les Et GR. ouais, c'est ton métier, d'accord. Voilà, c'est mon métier. Ok. Donc je passe toutes mes journées à VTT. Donc je vais essayer de te faire découvrir le pays que j'aime. On arrive au centre du village. Ouais. C'est là que Raphaël nous attend.
Bon, bah, bienvenue à Saint-Cyr-la-Popie. Ça s'est bien passé, la première partie? Ouais, très très bien, super parcours. C'était top. Super. Du coup, bah, Saint-Cyr-la-Popie, magnifique cité lautoise, et c'est notamment une ville où il y a beaucoup d'artistes. On peut trouver des peintres, des potiers et aussi des verriers. Et du coup, je voulais vous proposer d'aller visiter l'atelier de Nathalie Raffi, qui est une artiste verrière. Et donc, si vous voulez, je vous y emmène et on va passer un peu de temps avec elle. Ok, c'est parti. Ok, bah, suivez-moi. Bonjour Nathalie. Bonjour Raphaël. Bonjour Nathalie. Bonjour messieurs. Voilà, Bonjour. avec nos deux cyclistes, donc Thibaut et Pierre-Jérôme. Bienvenue à Enchanté, merci pour l'accueil. Merci de nous accueillir dans ton atelier. Tu es déjà à l'œuvre. Centre du Verre. Bon, tu fais beaucoup de bijoux manifestement, mais tu fais aussi des vitraux, des objets de déco. Oui, je fais beaucoup de vitrail au plomb. Le vitrail au plomb traditionnel que j'ai appris à Chartres et dans le nord auprès de Judith de Bruyne. Et je fais aussi thermoformage, fusion de verre. Je déforme le verre à 850 degrés dans le four que vous avez au fond. Ouais. Et je fais la cuisson des peintures à 580 degrés à peu près. Donc tu travailles à la commande alors pour Oui, pour les des particuliers. projets particuliers. Voilà. Et je fais aussi des petits stages pour apprendre le vitrail. Et ça fait combien de temps que tu es installé ici? Ça fait 6 ans, 6e saison que je suis là, Dans cet atelier alors. dans cet atelier. Voilà. Le sol de Saint-Cyr, je pense, lumière traversante, essentielle pour moi, pour mon travail, pour le vitrail. Mais tu es originaire également d'ici? Oui, je suis née à 1 kilomètre là. Ah bah d'accord. Confluent du Lot et du Célé, au cul des vaches. Qu'est-ce que Voilà, je suis en qu'est-ce train que de tu es faire une perle là. Une perle. Une perle de verre de Murano. Donc c'est une baguette de verre comme ça, verre plein. Donc ça c'est ta matière première. Les baguettes Matière c'est la première, matière voilà. Ça arrive à 1 mètre de. Tu reçois ça Murano, comme ça? voilà. D'accord. Donc Donc c'est il y, un a verre. des verres transparents, il y a des verres opaques. Et après on fait un mix. Voilà. Je me fais des petites choses moi-même. Toutes ces petites choses, les petits fils, on se les fabrique Ouais. afin de pouvoir faire les décors. Parce qu'avec une grosse baguette comme ça, je ne pourrais pas faire des petits points sur une petite perle. Voilà. Donc on peut se faire des torsades, on peut se faire des petites choses comme ça. Très sympathique. C'est des baguettes, le verre n'est pas miscible des couleurs. Ça veut dire qu'elles ne vont pas se mélanger. Ah ouais. Heureusement pour nous. Sinon ce ne serait pas très joli. Mais par contre, ça peut fabriquer des couleurs dans le sens où je vais superposer les couleurs. Vu qu'il y a des opaques, je vais mettre des transparents, on va pouvoir jouer. Et c'est à l'infini. Je peux aussi souffler des petites perles. Et là, je peux me faire du matériel, un autre matériau, à l'infini. Je peux faire des bulles comme ça, avec les décors que je veux. Et je la fais éclater, ça va me faire de la matière première pour venir ajouter à la pince, déposer en surface de ma perle. Mais on peut moduler la perle à l'infini, quoi. Et c'est-à-dire que en fonction de la manière dont tu le travailles, tu peux le rendre plus solide que ce qu'il n'est à la base. Une fois que la perle est finie, chaque perle passe dans ce four Ah ouais. que j'ai préalablement chauffé. Je dois faire monter à 550 quand je démarre ma session de filage. Et je vais mettre ma perle. Donc tes perles, tu peux les rendre quasiment incassables alors. Voilà. Là, je le mets au four. Toute la journée, pendant le temps de filage, ça va partir au four. Et quand j'aurai fini la session, je vais lancer la courbe. Et ce point-là est important, c'est 2 à 550 degrés. Ça va réinitialiser le verre en fait. Ça va enlever les petites tensions que j'ai créées. D'accord. Et ça fera une perle qu'on peut tomber, il n'y aura pas de problème, elle ne va pas casser. Bon, c'est très lumineux et toujours très coloré, tout ce que tu nous montres, tout ce que tu nous proposes. Bravo pour toutes tes jolies créations et ta spécialité. Nous, on va retourner rouler du côté de la vallée, hein, c'est bien ça? Vous avez prévu le chemin de halage, j'espère? Le circuit VTT passe au chemin de halage pour rejoindre Cabreret. Et on ne manquera pas de voir le bas-relief de Daniel Meunier. Voilà, tu verras, c'est... Ouais, mais je te crois sur parole, je te fais confiance pour ça, c'est un bon guide. Bon, on y va, merci encore. Bonne Merci continuation. beaucoup. Je te dis à bientôt, j'espère. Allez. Et encore bravo Au pour revoir, merci beaucoup. toutes les Au créations. revoir Raphaël. Au revoir, bonne journée. On est au chemin de halage et on en a parlé tout à l'heure avec Nathalie. En fait, tu vois, Ouais. là, c'est le bas-relief D'accord. de Daniel Meunier avec le petit faucon pèlerin Elle nous en parle. et toute cette imagerie sur le thème de l'eau avec ces pierres polies. Il a fallu des heures de travail pour faire tout ça. Il a fallu des heures de travail. Et polir les pierres comme ça. Ouais, ouais. ouais. Et il y a même une partie de l'œuvre qui a été faite il y a 5 ans. C'est un miroir de pierres polies. Ouais, on voit, ouais, d'accord, mais on voit l'autre côté en fait. Suivant un angle, on arrive à se refléter, quoi.
Bon retour à Cabreret sous les falaises du village, c'est toujours aussi magnifique. C'est aussi ici qu'on va se quitter, Raphaël. Un grand merci pour l'accueil et puis pour l'organisation. Bon, bah, j'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était génial, c'était génial. Tout à l'heure, on va quitter le Lot, prendre la direction de l'Aveyron. Mais avant ça, je vais passer par Kalapka pour faire un peu de tyrolienne. Hein. Tu me l'avais promis, allez, je vais le faire quand même. On va prendre un peu les airs. Au revoir, à bientôt et merci encore pour tout. Bonne Salut, salut. continuation, salut. Quasiment sans transition, on change complètement d'activité. Je suis avec Loïc. Ouais, Loïc, est-ce que tu peux me dire ce qu'on va faire? Alors tu travailles pour Kalapka, évidemment. Ouais, c'est ça, exactement. Parle-moi un peu de Kalapka, de ce que vous proposez ici dans un environnement aussi splendide. Ben, nous voilà, on est une base multi-activité, voilà, multi-activité de plein air, d'accord. Activité de plein air, c'est-à-dire canoë, tout ce qui est canoë, kayak, spéléo, via ferrata. Il y a aussi du canyoning, on fait aussi de la rivière souterraine, enfin plein de choses comme ça en plein air. Et là, aujourd'hui, on va faire des tyroliennes. Elles ont quelle longueur? 200 mètres, 160 mètres, et après, il y en a qui fait 150 et 320. Et donc, pour situer là, on est à Bouziers, c'est ça? Ouais, c'est à ça. côté de Bouziers. Effectivement. Et puis, ce qu'il y a là en bas, c'est le Lot, tout simplement. Ben, voilà, on est au confluent entre le Célé et le Lot, en fait. Voilà, d'accord. Les falaises en face, c'est le Lot. Bon, il va falloir que j'y aille, il y a Loïc qui m'attend de l'autre côté. Bon, je m'apprête à faire le grand saut. C'est ici qu'on va dire au revoir au Lot. On va se quitter là dans les airs. Et puis on se donne rendez-vous demain matin en Aveyron. Allez, ça part. Ciao, ciao. Pour adoucir là. Bravo. Ah bah vous êtes là, c'est parfait, vous m'avez suivi jusqu'en Aveyron. On va commencer aujourd'hui du côté de Camarès. Et puis c'est Céline qui va m'accueillir pour les 2 jours dans l'Aveyron. Céline, salut. Est-ce que tu peux te présenter un peu à nous? Qu'est-ce que tu fais pour le département? Donc moi je suis chargée de mission pleine nature. Donc mes missions visent à structurer et valoriser l'offre de toutes les activités qu'on peut faire en Aveyron. Ouais. Trail, VTT, escalade, etc. Et aujourd'hui et demain, donc, je vous accompagne pour faire découvrir quelques circuits VTT. Et aujourd'hui nous sommes à Camarès, donc dans le sud Aveyron, et plus particulièrement dans le Rogier. Ouais, vous allez le voir, hein, c'est magnifique. On va commencer à rouler dans les terres rouges, puis après on ira un peu plus haut sur des sections un peu plus techniques, un peu plus cassantes. Et le soleil est avec nous ce matin, donc on va en profiter tout de suite. Yo, get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Hitting that stuff till you hearing
Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de cette matinée? Ah, ce matin, c'est super, on a bien roulé. C'est sympa là, de rouler dans les terres rouges. C'est original en tout cas. Puis bon, plus haut, c'est vrai que ça tapait un peu plus, ça tabassait, c'est un peu plus technique, mais toujours ludique. Donc c'était vraiment sympa. Par contre, ça creuse. Je suis bien content d'être ici pour reprendre un peu de force. Ouais, tu l'as dit. Et c'est très bon. Bon appétit. C'est très bon. Régale-toi surtout. Ah bah, merci, toi aussi. Merci. Bonjour Céline, Bonjour Laurence. ça va? Ça va? Et toi? Oui, ça se passe bien ce déjeuner. Très bien. Et je te présente Thibaut. Bonjour Thibaut. Donc, Laurence, enchanté. l'ambassadrice du Roquefort Société. Ouais, bon, le repas se déroule bien. Ça se déroule très bien. Bon c'est- appétit. C'est vraiment très bon, merci beaucoup. Ouais, Bon, j'apprécie. je vais vous laisser terminer. Ce que je vous propose après, si vous avez un moment, c'est de vous accompagner dans les caves d'affinage pour découvrir là où le fromage que vous venez de manger est affiné tout au long de l'année. Voilà. Ça vous dit? Vous avez le temps? Ah bah oui, on aura le temps. Mais pour ça, on va trouver le temps, t'inquiète pas. Je vais déjà trouver le temps de terminer la salade. Et après, oui, avec plaisir, on viendra... Super. Ben, vous me faites signe, je suis par là et puis on y va. Céline, Thibaut, ben, on est ici, comme promis, au cœur des caves d'affinage du Roquefort Société. Voilà, regardez, les fromages sont en cave depuis maintenant une dizaine de jours. Ah, c'est 10 jours, d'accord. Ouais, pour le moment. Ils Ouais, vont bien rester sûr, là évidemment. encore Ouais. une bonne dizaine de jours encore. Donc vous pouvez voir le pénicillium qui a commencé à se développer sur le dessus du fromage. Bon, explique-nous ce qu'est le pénicillium, du coup, c'est le... Alors, le Pénicillium roquefortis, c'est un champignon microscopique qui vit ici en suspension dans l'air. C'est d'ailleurs celui que vous voyez, qui s'est déposé naturellement. Ah, donc il est naturellement partout autour de nous, là? Tout à fait. Mais celui qui est dans le roquefort, qui lui donne son goût, son aspect, son onctuosité, celui-là, on l'a mis pendant la fabrication directement dans le lait de brebis en fromagerie. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a une culture de ce champignon dans un laboratoire? Tout à fait. Le support de culture de ce champignon, c'est le pain. Du pain de seigle et de blé. Et D'accord. c'est sur ce support de culture-là qu'on fait pousser, comme on dit, qu'on récolte le Pénicillium roquefortis sous forme de poudre. Et c'est cette poudre qu'on va mettre dans le lait de brebis au démarrage de la fabrication en fromagerie. Mais c'est cette poudre qui fait la spécificité du Roquefort, alors? Alors, le lait de brebis d'abord, spécifique au Roquefort, et effectivement le champignon. Troisièmement, les caves, l'environnement dans lequel on est C'est un ici, ensemble, en effet. la pierre, le bois, qui est très important pour l'humidité, la température constante tout au long de l'année. Et c'est grâce à ces trois particularités, lait de brebis, pénicillium et cave, qu'on arrive à avoir le Roquefort. Mais le pénicillium que vous utilisez, Oui. on ne le trouve nulle part ailleurs, dans Si. aucun autre front? Le Pénicillium roquefortis, c'est un champignon qui vit dans tous les milieux humides, les caves, les grottes. Ok. Ce qui se passe, c'est qu'ici, dans l'éboulis du Combalou, donc le rocher qui domine le village de Roquefort, il y a des souches, donc des variétés de pénicillium qui se sont adaptées à cet environnement et qui sont spécifiques à Roquefort et aux caves Entendu. de Roquefort. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ici à Roquefort, dans nos caves, il existe justement plusieurs variétés de ce champignon. Et grâce à la culture en labo, on a réussi à en sélectionner 3. Ce qui veut dire trois fromages différents, en fait. 3 goûts, 3 onctuosités, 3 roqueforts différents en effet. Mais tous subissent le même protocole, en fait. Ils sont Ouais. affinés de la même manière, dans le même lieu. Oui, pourquoi? Parce que le roquefort est un fromage, et ça a été le premier fromage en France en 1925, donc on a 100 ans l'année prochaine, à bénéficier d'une appellation d'origine protégée. Et le labo dont tu parlais, il se trouve aussi à Roquefort? Voilà, il se trouve ici à Roquefort, un tout petit peu plus loin, mais c'est là que se cultivent effectivement les 3 souches de pénicillium dont je vous parlais. D'accord. Voilà. Donc là, l'affinage tel que vous le voyez là, les fromages, quand ils arrivent de laiterie, sont posés sur champ et on ménage un espace entre chacun d'entre eux pour que l'air circule bien. Les fromages, au préalable, ont été piqués avec une trentaine d'aiguilles. Pourquoi? Parce que le pénicillium, qui est donc déjà à l'intérieur, puisqu'on l'a mis dans le lait, il a besoin d'air pour se développer. Et cet air, il est amené ici en cave naturellement par des failles. Ces failles, on les appelle des fleurines.
Ces fleurines, elles ont été formées lors de l'effondrement du plateau du Combalou il y a plusieurs millions d'années. Et ces fleurines, ces failles, ce sont les poumons des caves. C'est la ventilation naturelle des caves. Voilà, elles permettent aux caves de respirer, c'est-à-dire qu'elles permettent l'entrée de l'air, où elles soufflent, où elles aspirent. Donc tout au long de l'année, on a une température de 8 à 10 degrés et un taux d'humidité de 95%. Donc grâce à ces fleurines, les fromages vont respirer et le pénicillium à l'intérieur va se développer et commencer à transformer la pâte. Voilà. Je reviens sur l'affinage. Tu as dit que ceux-là ont 10 jours, c'est ça? Une dizaine de jours. Au final, combien de temps ils vont rester ici? Là, sur champ, comme ça, à l'air libre, entre 15 et 25 jours. D'accord. Ce n'est pas une science exacte, c'est l'affineur qui va décider s'ils sont prêts ou pas. Voilà, il va venir régulièrement en cave et il va venir sonder au hasard quelques fromages. C'est sondé, donc une carotte qui va lui permettre d'extraire un morceau de fromage, va lui permettre d'examiner la couleur de la pâte, la répartition du bleu. Il va jusqu'à humer, il ne goûte pas. Elle ne goûte pas? Non, jamais, pas à ce stade-là. Et ensuite, il replace la sondée. Au bout de 25 jours maximum, il va considérer de toute manière que le champignon est suffisamment développé dans le fromage. À ce moment-là, il faut ralentir le développement du pénicillium. Comme pour qu'il se développe, il lui faut de l'air, pour le ralentir, il faut le priver d'air. Et à ce moment-là, les fromages vont être enveloppés dans un emballage protecteur. C'est de l'alutène, c'est un complexe d'aluminium et de polyéthylène. Et là, enfermé dans cet emballage, le pénicillium va baisser son développement et c'est là que les principales transformations dans le fromage vont s'effectuer. C'est là que le roquefort, pendant au minimum 2 mois, va gagner en goût et en onctuosité. Donc là, on est entouré de combien de pains, c'est ça? Des pains de roquefort? Pain de roquefort, on est à l'étage le plus haut de la cave qui a une capacité de 23 000 pains. 23 000 pains de fromage. Uniquement cet étage? Uniquement à cet étage, puisque dans cette cave, il y a 8 étages d'affinage, environ 1 hectare d'affinage. Donc, je vous laisse imaginer, c'est un peu plus que votre consommation quand même annuelle, quoi. C'est impressionnant, Laurence. Franchement, c'est vraiment... Ah là, c'est l'effet waouh. C'est l'effet waouh quand on est au milieu des fromages. Voilà. C'est ce que tout visiteur souhaite voir quand il vient à Roquefort et qui se trouve là à cet étage, quoi. Céline, Thibaut, écoutez, merci de votre visite. Tu plaisantes, merci à toi. Voilà, c'était génial de voir tout ça. J'ai le instructif. plaisir de vous faire découvrir les caves de Roquefort. Je te fais la bise, merci beaucoup. Allez, salut à bientôt. Thibaut. Bon, changement de décor total. Vous reconnaissez derrière le célèbre viaduc de Millau. On est donc à Millau et je suis en excellente compagnie puisque c'est Marine Cabirou qui m'accueille chez elle. Elle est originaire de Millau précisément. Et c'est important, je tiens à resituer les choses. Là, aujourd'hui, on est en train de tourner le 22 mai, ouais, c'est ça. Et il y a 3 jours, Marine a remporté la Coupe du Monde, la manche en Pologne. Puisque tu viens de remporter une Coupe du Monde, je pense qu'on peut commencer déjà à parler de la compétition. Bon, évidemment, c'est pas la première fois que tu gagnes, ça fait quelques fois que tu fais des podiums, que ce soit championnat du monde ou Coupe du Monde. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Marine, c'est évidemment une des toutes meilleures mondiales en descente. Tu nous accueilles sur tes terres, tu es né à Millau, c'est aussi là que tu as appris à rouler alors finalement. Ouais, c'est ça, moi du coup je suis originaire d'ici à Millau, je suis née ici. Et en fait, j'ai commencé, il y a une piste de descente juste là à côté où j'ai fait mes premiers débuts sur un vélo de descente. D'accord. Et après, j'ai appris à rouler un peu partout aux alentours, vélo d'enduro, ouais. tout ce qui va bien. Et tu habites encore à Millau, tu reviens souvent ici? Ouais, moi j'habite encore ici, j'ai ma maison ici. Et après, dès que je peux, entre les courses qu'on a un moment, ça fait toujours plaisir de revenir aux sources. Si tu peux me réexpliquer un peu ton palmarès? Du coup, j'ai été champion du monde en junior en 2015, j'ai été champion d'Europe en élite en 2016. Après, je suis passée dans la catégorie élite depuis 2016. J'ai eu plusieurs titres de champion de France. C'était la 8e Coupe du Monde que je gagne depuis que je suis en élite. 8e victoire? Ouais, c'est ça. Et après, j'ai fait régulièrement des podiums en Coupe du Monde et championnat du monde. J'ai aussi gagné le classement général de la Coupe du Monde en 2020.
Je vous l'avais dit, une des meilleures mondiales. Parle-moi un peu des différentes pistes. Alors, il y a des spots mythiques en matière de descente. On peut parler de Fort William, de Léogand ou de Val d'Issolé. Est-ce que tu as une piste que tu affectionnes particulièrement? Alors, celle où tu viens de gagner en Pologne, c'est la première fois, hein, il n'y a jamais eu de Coupe du Monde. Hormis celle-là, lesquelles te plaisent le plus? Bah, c'est vrai qu'il y a des manches où on revient souvent, régulièrement tous les ans et c'est jamais... C'est bien d'avoir du changement. Une nouvelle manche, ça fait plaisir ici, cette fois-là en Pologne. Après, moi, j'aime vraiment le genre de piste vraiment technique, où il y a quand même pas mal de jump. Et c'est vrai que Val d'Isole, c'est quand même une des pistes que je préfère. Là, on parle du plus haut niveau, évidemment en parlant des manches de Coupe du Monde. Est-ce que tu fais d'autres choses, d'autres courses? Est-ce que tu roules un peu en enduro? Qu'est-ce que tu fais à côté de ça quand tu as un peu le temps? Je fais quelques Coupes de France en descente quand j'ai le temps. Le championnat de France aussi, on le fait. Après, c'est compliqué de faire d'autres courses avec le calendrier qui est quand même assez chargé. Si on veut vraiment être performant sur les Coupes du Monde en descente, c'est difficile d'aller faire des courses d'enduro en plein milieu de saison. Ouais. Bon, malgré tout, tu varies quand même pas mal les plaisirs puisque tu roules en enduro, ne serait-ce que pour l'entraînement. Tu roules en électrique aussi, évidemment, avec le même plaisir à chaque fois. Et ouais, bah, ça fait toujours plaisir d'être sur un vélo. Tant que je prends toujours autant de plaisir sur un vélo, bah, je vais continuer à rouler, donc c'est l'essentiel. On parle de plaisir, mais en matière de descente, et qui plus est au plus haut niveau, malheureusement, des fois il y a des déplaisirs. Et alors on s'en rappelle très bien, surtout quand on suit les saisons de Coupe du Monde, tu es revenu de blessures quand même très sérieuses. Incontestablement, il y a un risque énormissime dans votre spécialité. Est-ce que toi, en tant que pilote pro, quand tu roules, quand tu t'engages sur une Coupe du Monde, tu penses à ça ou alors il faut vraiment exorciser? Non, ouais, c'est vrai que on sait que la blessure, ça fait partie du jeu en descente. Ouais. C'est un sport à risque. Bien sûr. Ça arrive malheureusement plusieurs fois dans une carrière. Mais après, on n'y pense pas quand on roule. Si on y pense, c'est sûr que on va tomber, on va sûrement se blesser si on y pense. Donc on essaye de vraiment pas y penser. Je travaille beaucoup avec une préparatrice mentale. J'ai beaucoup travaillé par le passé pour revenir justement de mes blessures et arriver justement à rouler sans appréhension. Ce qui n'est pas évident au début quand on revient de blessure. Ça prend toujours du temps à pouvoir rouler et retrouver le vrai niveau pour pouvoir vraiment se libérer la tête et plus penser à attention, je vais me blesser, je peux retomber. Ça prend du temps, mais au fur et à mesure, on y arrive. Et les blessures, toi, tu as connu, tu en as vécu des grosses. Hein, et arrête-moi si je me trompe, tu es revenu juste après une grosse blessure et tu avais fait un podium sur les championnats du monde. Ouais, c'est ça. Ça, c'était il y a 2 ans. Ouais, j'étais tombée au G pendant la Coupe du Monde, je m'étais fracturé la rotule. Ouais. J'avais eu des grosses contusions sur les jambes, j'ai pas pu marcher pendant 15 jours. Et je suis revenue juste à temps pour les championnats du monde à Val d'Isole et j'avais fait 2e à Val d'Isole. Et tu fais 2. Donc effectivement, tu es originaire de Millau et même si tu es encore au plus haut niveau, même si tu as encore une longue carrière devant toi, malgré tout, tu penses déjà un peu à la reconversion et à l'avenir puisque depuis quelques temps, tu es propriétaire d'un magasin de vélo ici. Ouais, c'est ça. Ça a été un peu le pur hasard et l'opportunité qui a fait que j'ai racheté un magasin de vélo à Millau. Il faisait la marque Scott et du coup, c'est spécialement pour ça que j'ai repris le magasin aussi, vu que quand j'en ai parlé à Scott, le projet leur a plu, donc ça a été un peu l'occasion. Après, du coup, ça permet forcément de penser à l'avenir et d'anticiper un peu. J'y suis quand je peux. Dès que je suis là, j'essaye d'y passer et d'être régulièrement là. Ouais, printemps-été, je pense que tu y es peu, alors justement avec la densité du calendrier. C'est plus compliqué d'y être, j'y suis moins. Je bouge pas mal. Après, quand je rentre, je fais toujours des petits passages au magasin. Ça fait toujours plaisir aux gens et j'essaye d'être présente un maximum. Bon Marine, merci. Merci pour ton temps. Et puis maintenant, tu vas nous faire, toi, découvrir les pistes du bike park pour donner envie un peu à tout le monde, j'imagine, de rouler ici. Carrément, avec grand plaisir. Let me see you try. I fucked up this Russell, baby, we hustle, what the oh my. I fucked up this Russell, baby, we hustle, what the oh my. Let me
me see you drop. Allez, second réveil dans l'Aveyron, on est toujours du côté de Mio, Mio est juste derrière nous. Et aujourd'hui je vais rouler avec Paul, c'est Paul qui va me guider toute la journée sur le vélo, mais y compris aussi sur le Tarn tout à l'heure. Paul, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Du coup, voilà, comme tu l'as dit, je m'appelle Paul Guéral, je suis pilote VTT et j'ai une boîte qui s'appelle Enduro Session à Millau et je propose du coup tout ce qui gravite autour du VTT, de l'encadrement, des journées navettes et des séjours Packraft. Donc on va commencer à rouler ici sur un plateau. Alors ça peut paraître super étonnant quand on voit les couleurs, je pense que vous le voyez à l'image. Est-ce que tu peux me raconter un peu pourquoi c'est comme ça? Alors ici, tout d'abord on est sur le COS Sauveterre, on est à 20 km de Millau. En fait, il y a 2 ans, il y a eu un incendie qui a ravagé une bonne partie du COS, environ 1500 hectares. Et du coup, ça laisse entrevoir aujourd'hui ces rochers calcaires blancs. Et on est sur une moquette qui est somptueuse. On est sur une belle moquette là, ouais. Et d'ailleurs j'en profite, sur la moquette il y a aussi Pilou. Il est hors de question qu'on aille rouler sans que je vous le présente. Il va nous suivre toute la journée. Il va courir à côté de nous. Ouais, Pilou c'est la petite mascotte et il se régale derrière nous. Qu'est-ce qui nous attend en matière de VTT là? On est sur des tracés plus enduro ici? Parle-moi un peu du Bon alors ici on est sur du monotrace dolomitique, donc du coup c'est du sable dolomitique, c'est du calcaire effrité. On est sur de l'enduro un petit peu technique, un peu plus lent à certains endroits. Et ensuite, tout à l'heure, on va redescendre du côté du cirque du bout du monde, donc sur un village troglodyte qui s'appelle Saint-Marcelin. Voilà, et ce sentier va nous conduire jusqu'aux berges du Tarn. On n'aura plus qu'à gonfler nos Packraft, poser nos vélos dessus et glisser au fil de l'eau jusqu'au village qui s'appelle le Rosier. Putain, c'est beau. Allez, mon petit pilot. Arrête là, là, droit. C'est la main en bas.
Pourquoi on s'arrête, Paul? Et moi, je veux aller jusqu'à Millau, pourquoi tu t'arrêtes? Ah, toutes les bonnes choses ont une fin. Hein. Ah, il faut pas? C'était trop cool. Hein. Ah, c'était génial. Excellent. C'est génial, et c'est super. Et tu sais qu'il y a une notion de trajectoire, de pilotage en fait. Et ouais, c'est super. C'est ce que disent souvent les gens. Et en plus, tu vois, vu que c'est des bateaux légers, c'est quand même assez facile à les prendre en main. Et du coup, ouais, c'est carrément une notion de trajectoire, d'adrénaline, c'est fun quoi. Et tu vois, c'est évidemment la première fois que je le fais avec des vélos, qui plus des vélos électriques. En fait, Exact. c'est super stable. Tu crains rien finalement. Ouais. Non, moi j'ai jamais eu de retournement ou quoi que ce soit. Et à chaque fois, c'est 100% de joie à la fin quoi. Ouais, tu le prends vite en main, du coup, c'est du plaisir. Tu sais, par contre, pourquoi on s'arrête là? Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Là, on est à la place du Rosier. Malheureusement, on ne peut pas descendre jusqu'à Millau. Donc on s'est arrêté là. C'est un lieu emblématique des gorges du Tarn. C'est magnifique. Il y a vraiment, c'est un lieu où tous les sports de nature peuvent se pratiquer. Et là, normalement, il y a Céline qui doit nous attendre. Je crois qu'elle a une petite surprise pour nous. Et moi, j'ai envie de te faire goûter une petite bière sympa du coin, qui est une bière artisanale et participative. Tu m'intéresses là. Donc je t'en ai parlé, la monotrace, c'était la bière monotrace. Tiens Céline. Alors voilà, là tu as la bière monotrace dans la main. Donc c'est cette fameuse bière participative. Ouais. Donc qu'on a créée il y a 2 ans, qui est le symbole. Ouais, parce que manifestement, tu es concerné. Exactement, ouais. Donc c'est le symbole de l'entretien des chemins, c'est pour mettre de la problématique un peu sur la table. Ouais. Et donc du coup, la bière monotrace, c'est ce symbole-là. Elle incarne vraiment le fait d'être acteur de sa pratique. Donc tu peux être acteur en étant sur les chemins, parce que là le but c'est quand même d'entretenir les chemins, on est d'accord. À chaque fois que tu achètes une bouteille, tu as 50 centimes qui sont reversés à une association qui s'appelle Sentier, qu'on a créée, et qui a pour vocation l'entretien et pérenniser sur tous les chemins multipratiques. Donc pas spécialement VTT, c'est toutes les pratiques. Les chemins qui sont où? À proximité directe de Millau? On parle de quel chemin? Voilà, les chemins qui sont tout autour de Millau. D'accord. Donc dans l'espace Millau-Grand-Cos. Tu les trouves où? Tu les trouves, on a 50 points de vente, donc des biocoop, des artisans locaux. D'accord. On a vraiment pas mal de... Maintenant, on a des grandes surfaces qui nous revendent aussi les bières. Comme je te disais, tu peux être acteur, tout le monde n'a pas le temps d'aller prendre sa pioche ou son sécateur. Donc, le fait d'acheter cette bière, c'est déjà être acteur de l'entretien. Et je trouve que c'est quand même assez cool de boire quelque chose qui, derrière, va contribuer à pérenniser. Ça a du sens. Faut la boire avec modération, mais pour la bonne cause du coup. Ouais. Après là, donc du coup, dans la main, tu as la brasserie du Larzac, qui est à l'initiative vraiment du projet avec, du coup, avec moi. Et derrière, là, cette année, on a donc les gorges de la Jonte, la brasserie de la Jonte. Donc tu as 2 brasseries pour... Voilà, exactement. La brasserie de la Jonte qui nous a fait confiance et qui nous brasse la IPA. Okay. Donc voilà, on a quand même une gamme avec 3 bières. On n'a pas la triple. Voilà, et la triple qui sort uniquement l'hiver. D'accord. C'est la bière surprise de l'hiver. Bah tiens Céline. Et à la nôtre, ta découverte Chin. de cet endroit magnifique. Ouais, Paul, merci pour le VTT, pour le raft et pour la bière. Ça fait du bien. Mais elle est bonne, elle est très bonne. Bah, du coup, on va manger un petit peu, mais il faut pas s'attarder, Céline. Je crois qu'il y a quelque chose encore à faire dans le programme. Oui, la suite des activités, c'est de la Via Ferrata. Et on se restaure un peu, on prend des forces et on y va alors. Exactement. Ok. Gonna get through this. We're gonna do whatever it takes. Gonna push through. Bon, on a fait du VTT ce matin, on a enchaîné avec le Packraft. Autre sensation maintenant avec Céline, on est du côté de la Cité de Pierre à Montpellier-le-Vieux. Antoine, c'est toi qui nous accueille, c'est toi aussi qui va nous torturer un peu, non? Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire? Moi j'appréhende un peu parce que c'est pas ma spécialité. Nous accompagner? Ok. Est-ce que tu peux me présenter le site un peu s'il te plaît? Donc là on est sur un grand parc géologique, un chaos rocheux, voilà, qui s'étend sur 120 hectares et qui se visite principalement à pied sur des sentiers de randonnée et aussi différemment en petits trains et sur les rochers aussi, en Via Ferrata comme on va faire aujourd'hui. Il y a un réseau de tyroliennes aussi également? Voilà, en fait c'est intégré sur les Via Ferrata, il y a des tyroliennes pour passer d'un rocher à un autre. Bon, derrière moi il y a un gouffre qui fait quoi? 50 mètres de profondeur? Voilà, un avion. Ouais, ok, bon, on va essayer de pas trop y penser. Bon Céline, t'as le vertige toi? Non, ça devrait aller. Bon, moi et je l'ai un toi? peu, donc il faudra essayer de pas trop vous moquer de moi. Non mais c'est parti, je vous accompagne sur le parcours. On va apprivoiser le vide. Ouais, allons-y là, il faut que j'y aille maintenant là. Voilà, on arrive au départ du parcours.
Suivez-moi. Je vais passer par la grotte. Voilà. C'est pas haut. Ah, c'est un vrai trou en fait. Ouais. Gonna get through this. We're gonna do whatever it takes. Gonna push through this. 'Cause there's no other road we can take. There's no other choice we can make. It's a lot for us all to take. Allez, on vient de terminer quelques lignes de la Via Ferrata. On est ici au sommet de la Cité de Pierre avec Antoine et Céline. C'est vraiment génial. N'hésitez pas à venir vivre quelques sensations ici. C'est vraiment grisant. Céline, merci beaucoup pour ce petit trip en Aveyron. On a passé 2 jours fantastiques. C'était un plaisir et j'espère que ça t'a plu, que ça a été émerveillé. Moi, ça m'a plu et je suis émerveillé. Antoine, merci beaucoup pour l'accueil à la Cité de Pierre. Avec plaisir. Quant à moi, je vous invite à me suivre en Lozère. On va partir sur le mont Lozère et dès demain matin, on se retrouve sur le vélo. Salut! Nouvelle étape de notre trip en Occitanie. Ce matin, on est en Lozère, on est sur le mont Lozère précisément. On est accompagné de Romain Pollan. Merci d'être là. Alors c'est marrant, Romain Pollan, vous l'avez vu dans notre vidéo précédente quand on avait tourné il y a quelques mois en Savoie-Mont-Blanc du côté d'Aberpoche, puisqu'il habite là-bas et on avait évoqué le fait qu'il travaille sur le bike park. Mais si tu es là aujourd'hui avec nous à nouveau, alors c'est un hasard, mais c'est surtout parce que tu es originaire d'ici précisément. Eh bien oui, ouais, moi c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait mes premiers tours de roue, c'est le fief, c'est notre petit cocon au milieu de la Lozère et au pied du mont Lozère, donc à Saint-Jean-du-Blémard. Donc il y a juste en bas là, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Mes parents ont tenu la boulangerie pendant 19 ans et voilà, c'est là où j'ai grandi et fait mes premiers, c'est là que tu as appris à faire premiers boulot, essais, ouais. C'est là où on a fait nos premières bosses et on s'est bien régalé avec les copains. Et, ouais, c'est le fief. Et là aujourd'hui on est du coup sur le mont Lozère, sur la GTMC, la fameuse, et donc plus précisément c'est la route des chômeurs. Et ça nous permet de basculer depuis la station du Mont Lozère jusqu'au lac de Barandon. D'accord. Et voilà, donc la GTMC, c'est la fameuse grande traversée du Massif central qui relie Avallon à Agde, si on veut le faire dans la totalité, sur 1400 km. C'est ça. La chose importante, depuis cette année, il y a une nouveauté, il y a un itinéraire gravel aussi. On est précisément sur la GTMC du coup, mais on va pas se contenter de ça, on va aller rouler ensuite la journée sur tes spots favoris, à droite à gauche. Ouais, je pense qu'on va se régaler quand on voit le terrain de jeu fabuleux autour de nous. Ça sera un peu plus spicy, comme on dit. Bon, on n'est pas encore au sommet là, Romain? Non, il nous reste pas grand chose, genre 500 mètres. Mais là déjà tu peux avoir un bel aperçu des Alpes et... Ouais, on les devine là-bas. T'as les volcans d'Auvergne juste de ce côté-là. Ouais, c'est vraiment un beau panorama ici en haut. Là. Ouais, c'est central en fait, de tous les côtés, t'as une belle vue. Ouais. Et on est, tu vois, au vol d'oiseau, on est à tout juste 80 km de la mer Méditerranée.
Du coup, ce qui explique un peu ce climat particulier ici quand il fait un bon épisode Sevenol, en gros, c'est les entrées maritimes qui restent là au-dessus 3-4 jours et on peut soit prendre de la neige d'hiver, soit de la pluie battante au mois de mai. Bon, Lozère, quelle altitude, rappelle-moi? Là, la station à 1004 et le sommet Finel, il a quasiment 1700 mètres d'altitude. 1700 Ok. Ouais. C'est des très très vieilles montagnes. Tiens, regarde. Bonjour. 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 Ah, bah nous, on fait une randonnée à vélo et vous randonnez avec les ânes. Vous. C'est ça. Vous découvrez un peu le pays, vous aussi? On découvre le Stevenson parce qu'en fait, on a une structure de location d'ânes, mais sur le Causse. Bon, vous êtes justement d'ici alors, du coup? Voilà, on est un petit peu plus bas, on est sur le Causse Sauveterre, Ouais. juste au-dessus d'Ispagnac. Et donc, on est venu sur le Stevenson pour le découvrir. Donc c'est le sentier historique là qui a été... Voilà, c'est mythique et du coup, on avait envie de le faire parce que nous, on a une petite structure de location d'ânes. Juste au-dessus d'Ispagnac, la ferme du Vigos, et nous on fait des boucles et des petites balades de 2 heures, d'une demi-journée, d'une journée, et des fois plusieurs jours, suivant ce que les gens... Ah, y compris sur plusieurs jours. Ah d'accord. C'est quoi votre clientèle? C'est des touristes, beaucoup de familles, des familles, mais il y a un petit peu de tout. Franchement, il y a des photographes qui profitent des sacoches pour emmener du matos et puis se poser. Un âne, c'est super docile, ça marche tranquillement, c'est cool. Donc vraiment, mais beaucoup de petites familles. Les petites randonnées de 2 heures là, en boucle autour du site, c'est les petites familles. Journée, demi-journée, ils pique-niquent, c'est cool. Et puis plusieurs jours aussi, ils vont dans des structures d'accueil, des gîtes, des chambres d'hôtes. D'accord. Donc c'est sympa aussi. Des ânes, vous en avez combien? Alors nous, on en a 12. Du coup, le Stevenson, c'est ce sentier historique. Alors pourquoi il s'appelle le Stevenson? À cause d'un écrivain, d'un monsieur qui a pris un âne, qui s'est dit, allez, je taille la route, qui a pris 3 fois rien, un âne, 3 fois rien sur lui, un stylo, et qui a traversé donc la Lozère sur ce chemin, et qui est devenu mythique parce que le bouquin a été un best-seller. Ah, que tu as lu, hein, j'imagine, Romain, Oui, évidemment. oui, bien évidemment. Tu le résumeras un peu plus tard. Oui. C'est vraiment un très très chouette chemin. Ouais, le cadre est vraiment cool. Ouais. Ben, on le voit, il y a quand même de plus en plus de monde, surtout à cette saison-là, arrivé début mai, machin, les premiers beaux jours, entre guillemets. Et nous, on va retourner sur la GTMC. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allez, marchez. Ah bah, ils veulent plus partir. Alors, ils étaient bien. Donc c'est vrai ce qu'on dit sur les ânes alors. Non, c'est Allez, il faut y aller. Et la petite pause là. Allez, talouette. Et ils vont rester avec nous pour le suite du reportage là, finalement. Non, voilà, tranquille. Alors, au revoir, bonne journée. C'est parti. Eh bien, je vais te montrer quelques petites pépites du coin. On va mettre un peu d'action au milieu de tout ça. Ça, tes spots un peu plus spicy comme tu le disais. Allez, c'est parti. Always first at the finish line. First to the plate when it's dinner time. First to escape when this shit goes down and these motherfucking clowns finna finish mine. Flow too real, hit 'em with a rhythm rhyme. 10 pounds cause it's cold in the winter time. I'm a boss, yeah, you know that I'm finna shine. Got the money in the bank like it's intertwined. Always first at the finish line. First to the plate when it's dinner time. First to escape when this shit goes down and these motherfucking clowns finna finish mine. Flow too real, hit 'em with a rhythm rhyme. Tim's on cause it's cold in the winter time. I'm a boss, yeah, you know that I'm finna shine. Got the money in the bank like it's intertwined. Ouh, mais c'est beau tout ça. C'est le lac de Charpal. Ouais, c'est trop joli, on dirait un peu ambiance Canada avec tous les mélèzes là autour de nous. C'est ça. Et tu peux rouler partout autour alors? T'as un petit tour du lac sympa et assez familial, ouais. Ok. Et donc là, la GTMC passe également ici. Hein. Ouais, elle fait une parallèle juste de l'autre côté là. Et ouais, elle passe autour, ouais.
Ouais, c'était super beau, Romain. Merci pour le petit tour. Avec plaisir, c'était cool. Ouais, bon, on va se dire au revoir ici. Bah ouais, c'était Super une belle journée avec toi. Toi, tu vas retourner bosser. T'as un peu de boulot hein, quand même. Ouais, on en a un peu, ouais. Ok. Ouais, nous, on se retrouve demain du côté de Saint-Élimie, toujours en Lozère. Ciao, ciao. Seconde journée en Lozère. Tiens, d'ailleurs, c'est la dernière journée de notre échappée. On va terminer tout à l'heure. Ici, on est dans les gorges du Tarn. Changement de décor total, encore une fois, hein, par rapport au Mont-Lozère où on était hier avec Romain Paulan. Derrière moi, c'est le village de la Malène, très encaissé. Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'aller découvrir un peu les gorges du Tarn en solo. Je vais m'aventurer sur certaines portions de la GTMC, mais pas que. Je vais aussi essayer d'aller un peu plus loin dans les falaises, comme ici, de chercher quelques petits singles. Et puis je vous cache pas que je commence à être un peu fatigué après une semaine de tournage. Du coup, à la Malène, il y a des bateliers qui proposent des petites promenades. Et vous savez quoi, je crois que je vais m'en offrir une juste après le vélo. Alors Clément, c'est notre embarcation? C'est ça, c'est là que l'aventure dans les gorges commence. Quelle aventure! Bah écoute, ça va faire plaisir de faire ça, de terminer la journée et puis de terminer tout notre trip comme ça, en douceur sur le Tarn, ça va être génial. Je me permets? On est parti. Bon Clément, c'est agréable hein, ce que tu me proposes. C'est quoi du coup le concept? C'est combien de temps de navigation que vous proposez? Alors là, c'est 1 heure de balade sur la rivière durant 8 km et surtout on va passer 8 km. 8 km de descente. D'accord. Et on passe dans la partie vraiment canyon des gorges, le secteur des détroits, les grandes falaises. Ouais, c'est magnifique tout autour. Et encore, t'as pas tout vu. Et là, comment t'appelles ça? Une perche, c'est quoi? Chez nous, une perche ou une latte. Une latte ou une perche. T'as tout bon. Et je suis un spécialiste, tu vois. Et qui était à l'origine la seule motorisation des bateaux. Le moteur est apparu assez tard. Ah, bah, j'imagine bien. Donc uniquement la perche. Ouais, ouais. Et dans les deux sens, que ça soit à la descente ou à la montée, il naviguait à la perche. À la montée aussi? Alors pour la remontée, souvent, il fallait être deux. Un batelier à l'avant, un batelier à l'arrière. Et évidemment, c'était beaucoup plus compliqué. Bon, dis-moi, vous proposez ça à quelle saison? Alors j'imagine pas en hiver. L'activité va démarrer pour les vacances de Pâques, début avril. Et on va terminer fin des vacances de la Toussaint. Ok. Donc début novembre en général. Bah, du coup, sur la période-là, le débit est forcément très variable. Vous faites la même chose toute la saison ou vous vous adaptez? Toute la saison. Et nous, on va adapter la vitesse de la descente pour que ça fasse 1 heure dans tous les cas. Alors du coup, Thibaut, pour parler un peu de l'histoire des bateaux dans le secteur, il faut que tu t'imagines qu'aujourd'hui, on a une route dans les gorges, mais à l'échelle de l'homme, c'est récent. C'est 1905, début 20e. Pendant des siècles... La première route, 1905? Première route et seule route, 1905. Ouais. Donc pendant des siècles, il n'y a rien d'autre dans les gorges que la rivière. D'accord. Ce qui signifie que tout le monde a des bateaux, tout le monde navigue sur l'eau,
et ça va marcher à double sens. Celui qui descend à un moment donné, il doit la remonter la rivière, et ça à la perche, à la force des bras. Bah, je comprends, bon, du coup là ce que vous proposez ça a une vocation touristique évidemment, pour autant la tradition dont tu me parles, elle perdure. Il y a des gens qui naviguent encore comme ça pour eux-mêmes. Il y a 3 petits hameaux isolés dans les gorges qui sont accessibles qu'en bateau, donc pour eux c'est une nécessité. Aujourd'hui des particuliers qui ont encore un bateau de loisirs, de transport, non. Aujourd'hui les barques, mis à part ces villages, c'est que le tourisme avec nous à la Malène. Et notre entreprise va bientôt fêter quand même 150 ans d'activité touristique dans les gorges. Ça a commencé il y a un petit paquet de temps. Oui, c'est une fierté aussi pour nous parce que la plupart, on est déjà issus en fait de familles de bateliers. Donc on perpétue cette tradition et on espère la transmettre aussi aux futures générations. C'est ton cas alors? C'est mon cas. Ton père était batelier? Il l'a été, j'ai un petit frère qui l'est, mes 2 grands-pères, 2 de mes arrière-grands-pères. Et les générations d'avant, de toute manière, puisque local, n'avaient pas d'autre choix que d'utiliser la rivière. Il n'y avait pas d'alternative. Batelier de père en fils. Et en fille. On a aussi également. Des batelières. Il n'y a pas de raison. Ouais, c'est sympa, il y a les vautours qui tournent autour de nous aussi. Ça, c'est agréable à voir. Ah, là, on a une grosse population dans les gorges. Pour eux, c'est le paradis. Ces grandes falaises calcaires, trouées pour faire leur nid. Ouais, puis on va pas monter les embêter. C'est là que ça se finit Thibaut. On a fait 8 km sur la rivière. Normalement on ne s'en rend pas vraiment compte sur l'eau. Mais ça passe vite. Ça passe vite parce que c'est spectaculaire en fait. Or c'est apaisant, et c'est vrai, je suis vraiment apaisé, mais c'est spectaculaire. Les rochers, les falaises de tous les côtés, c'est génial. Écoute, j'espère que ça t'a plu. Ouais, et ce qui me plaît, c'est vraiment de terminer mon petit périple en Occitanie comme ça. C'est un plaisir. Merci pour la promenade. Avec grand plaisir. Un grand merci. En espérant te revoir un jour. Moi je crois que je reviendrai. Ouais. Il faut. Allez, c'est promis. Plus beau coin de France, tu l'as dit. Voilà, c'est ici à Saint-Chély, sur le Tarn, qu'on va pouvoir se dire au revoir. Un grand merci de nous avoir suivis sur cette échappée vélo vert en Occitanie. Et c'est à vous d'ailleurs maintenant de venir vivre tout cela et d'en prendre plein les yeux. Merci au comité régional du tourisme et des loisirs de l'Occitanie. Merci à l'agence Lot Tourisme, à l'agence Aveyron Attractivité Tourisme, à Lozère Tourisme. Je remercie la marque de vélo Conway qui a soutenu le projet et qui nous a fourni tous les vélos nécessaires pour rouler durant cette semaine. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont accueilli cette semaine. Un grand merci à Jordan Collin et Julien Abellan pour les images et la production. On peut d'ores et déjà se dire à très vite dans le nouveau magazine. On reviendra sur tout ce qu'on a fait ensemble cette semaine. Et puis à plus tard pour une autre échappée sur un autre territoire. Salut, salut!